On va parler d'un sujet ô combien sérieux auquel vous ne vous attendez sûrement pas et surtout pas quand vous évoquez les sports professionnels, que ce soit sport de combat ou autre de très haut niveau, n'est-ce pas Vigrosti ? Oui, et juste si on a le sourire, c'est parce qu'on s'est raté plusieurs fois sur l'intro, mais oui, effectivement, c'est un truc qui en plus est assez dramatique, comme on va le voir avec le cas de Angela Lee, mais aussi revenir sur les cas de Georges Saint-Pierre, même BJ Penn et Ronda Rousey, auxquels c'était arrivé aussi, et qui auraient pu avoir vraiment des conséquences folles. Et parce que tout simplement parce qu'ils auraient pu perdre la vie et se la prendre. Et du coup, effectivement, c'est un sujet qui nous tenait un peu à cœur de parler parce que c'est jamais évoqué et c'est assez important. Ouais. Bah c'est parti, Vigrosti, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Peux-tu un petit peu plus nous parler de ce qui s'est passé au One FC, de pourquoi ça peut avoir même des répercussions globales et pourquoi c'est un cas aussi qu'on a pu voir ailleurs ? En fait, tout est parti d'un article qui est sorti là très récemment sur Angela Lee, qui s'est ouverte en fait aux médias par rapport à sa volonté de se suicider il y a de ça quelque temps, et qui a expliqué que sa sœur Victoria Lee, en fait, Angela et Victoria Lee, c'était deux sœurs au One FC qui étaient vraiment parmi les étoiles montantes, parmi les stars. D'ailleurs, Angela Lee, qui a eu le titre, qui a eu une ceinture au One FC, elle l'a perdue en octobre 2022, mais vraiment, elles avaient la personnalité, elles avaient le look, elles avaient les performances dans la cage, qui faisaient que c'était des stars montantes. Et Victoria Lee, donc, petite sœur d'Angela, s'est suicidée il y a de ça quelques années. Et en fait, elle explique dans cet article que elle aussi, elle a eu des pensées suicidaires. Et c'est assez fou quand elle explique à cause de quoi. Parce qu'en fait, elle dit toute mon identité était celle d'une championne d'MMA. Et j'avais rien d'autre dans ma vie que le MMA, être championne de MMA, c'était tout en fait. Et elle dit, le moment où, c'était pour un combat pour le titre, le moment où elle a eu un accident de voiture, et elle a révélé donc que c'était en fait une volonté de se suicider, de mettre fin à ses jours. En fait, ce jour-là, elle avait commencé son weight cut pour un des combats de championnat, et elle était très mal partie pour réussir à perdre le poids nécessaire pour passer sous la barre des je ne sais plus combien de kilos, et donc de pouvoir être éligible à un combat pour le titre. Elle était championne, et donc elle aurait perdu son titre, etc. Et en fait, elle dit, à ce moment-là de ma vie, toute ma vie était autour du MMA et j'avais l'impression qu'en fait, les gens ne me voyaient que comme championne d'MMA. Toute ma vie, j'avais pas de truc à l'extérieur, je regardais rien d'autre. Je lisais, je respire, je mange, je dors MMA, il y avait rien d'autre. Et ce qui fait qu'en fait, quand je me suis rendu compte que là, pour cette pesée de championnat, ça allait être très juste, elle dit, je me suis dit, putain, tout le monde va voir que je ne suis pas capable de faire le poids. Ça va être humiliant pour moi en tant que championne. Je ne peux pas considérer qu'on me voit comme ça alors que c'est toute mon image, que c'est toute mon identité. Et donc, elle dit, bah voilà, j'ai préféré prendre la route dans ma voiture et essayer de me foutre en l'air plutôt que d'avoir à faire face à la honte et à l'humiliation, en tout cas qu'elle estimait que ça allait être, d'être déchu de son titre et de son image de championne. Et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment important et que c'est assez fascinant, en fait, même si c'est évidemment hyper dark, cette histoire, mais c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Et là, pour Angela Lee, elle met des mots dessus, sur le fait que c'est juste que sa vie, son identité de vie, c'est devenu ça, et donc comme elle n'avait rien d'autre, si elle perd ça, elle perd tout, et donc qu'elle préfère mettre fin à ses jours plutôt que de faire face à ça. Et ça fait écho à Tyson Fury, à Ronda Rousey, à BJ Penn, des immenses champions comme ça aussi et qui ont dit les mêmes choses. Tyson Fury, c'est parce que c'est un des exemples les plus récents et son histoire, elle est, disons, similaire dans les mécaniques qui l'ont conduit à, et c'était en même délire en plus, Tyson Fury, il avait acheté sa Ferrari et il explique en fait dans plusieurs podcasts que à un moment donné, c'était après sa victoire sur Klitschko, qu'il a pris sa Ferrari et qu'en fait, il était sur l'autoroute, il était à 200 ou je sais plus trop combien, il était en mode, bon bah voilà, je vais fermer les yeux et puis je vais me foutre en l'air et je vais mourir quoi, parce que machin. Et il dit, à ce moment-là, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, mais pour tes enfants, ne le fais pas et machin. Et en fait, il expliquait, Tyson Fury, que la raison pour laquelle il en était arrivé là aussi, c'était un peu le même délire. C'est-à-dire que
il a été élevé et toute sa vie, Tyson Fury, ça a été d'être un boxeur d'exception, de devenir un grand champion. On rappelle quand même qu'il s'appelle Tyson Fury parce que son père l'a appelé Tyson par rapport à Mike Tyson, parce que dans la famille, c'était des boxeurs de génération en génération. Et, et quand il est arrivé rapidement en plus, parce que c'était assez tôt, c'était assez jeune, à battre Klitschko pour la ceinture et devenir le champion linéal, et ben en fait, ça y est, il avait réussi ce pourquoi sa vie avait un sens, ce pourquoi il avait été élevé. Tout ce qu'il voulait accomplir dans sa vie, c'était ça, devenir champion, battre le vrai champion, etc. Et en fait, il explique, il dit aussi, il précise qu'il y avait des antécédents de problèmes mentaux dans la famille, et puis qu'en plus, c'est des choses desquelles il ne parlait pas. C'est, tu sais, dire je me sens pas bien psychologiquement, mentalement, c'était quelque chose qui était mal vu et tout ça. Et donc, il dit, j'en ai pas parlé. Et donc, on en arrive à ce même cas de figure presque que donc Victoria Lee et Angela Lee, où en fait, il se dit, je préfère me foutre en l'air, parce que sinon, en fait, comme je n'ai plus donc Tyson Fury, c'est après Klitschko, il dit plus rien n'avait de sens puisque j'avais accompli mon objectif. Et donc il dit bah voilà, ma vie n'avait plus de sens, ça servait à rien que je vive puisque à quoi bon? Tout depuis chaque année c'était ça, c'était pour ça. Maintenant je fais quoi en fait? Et c'est assez intéressant en plus de se dire voilà, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, et je préfère le dire maintenant parce que comme bien sûr les vues dans les podcasts ça décline au fur et à mesure des minutes, autant le dire maintenant comme on en est encore au milieu ou au tiers du podcast. Là, à chaque fois, ce qu'ils en ont dit, que ce soit Tyson Fury, Angela Lee ou même d'autres, Paddy Pimblett, qui avait un ami qui était mort aussi en prenant sa vie, etc. Et il disait le truc le plus important, et si jamais voilà quelqu'un regarde ce podcast et dans ce cas de figure, le truc le plus important, c'est vraiment d'en parler autour de vous, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que peut-être que du coup, vous vous dites, mais ça sert à rien, tout le monde s'en fout, parce que c'est ce que disait Angela Lee. Elle disait, de toute façon, tout le monde s'en fout, en fait. Une fois que je suis plus cette personne-là ou que ma vie n'a plus de sens, en fait, je compte pour personne, ça sert à rien. Et du coup, ils disent vraiment, vraiment, ça n'est pas le cas, et il faut vraiment se dire que ça n'est pas le cas. Il y a toujours au moins une personne qui va écouter ce que vous avez à dire, qui va vous considérer, et donc vraiment vous faire prendre conscience que vous existez, et que vous êtes bien là, etc. Et donc, dans la continuité, en fait, une fois qu'on a donné ces deux cas-là de grands champions, de Angela Lee et de Tyson Fury, et qu'on a cité Georges Saint-Pierre qui disait que, en fait, après sa défaite, je crois, contre Matt Serra, un des gros changements qu'il avait fait dans sa vie, c'était jusqu'à ce point-là dans sa vie, il était dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, je ne vis que pour ça, que pour ça. Et voilà, on rappelle quand même que Georges Saint-Pierre, c'était des bails il était éboueur et en gros, il utilisait toute sa paye de déboueur et son temps libre, même le week-end, pour faire genre 6 heures ou 7 heures de route pour aller à New York dans le truc de John Danaher pour aller s'entraîner au jiu-jitsu et puis il revenait le dimanche à la hâte pour reprendre ses déboires à 5 heures du mat, etc. En fait, c'est aussi le propre des champions et c'est pour ça que c'est une balance qui est compliquée. Et si tu veux devenir un immense champion, en fait, c'est entre guillemets, c'est des gens comme ça qui sont obnubilés par le combat, qui n'ont que ça dans leur vie, mais faire attention à jusqu'où ça peut vous amener. Parce que Georges Saint-Pierre disait, j'avais que ça dans ma vie, j'ai perdu contre eux, et donc je crois que c'était Matt Serra, ou peut-être que c'était Matthews, en tout cas, c'est une des deux défaites. Et il dit, et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, écoute, en fait, je vais revenir un peu, prendre un peu de recul, me réintéresser aux passions qui m'intéressaient quand j'étais petit. Donc, en l'occurrence, pour Georges Saint-Pierre, c'était la paléontologie et puis les dinosaures et trucs comme ça. Et juste histoire d'avoir l'esprit qui peut aller un peu ailleurs et se dire, il n'y a pas que ça dans la vie et que le sport. Et il dit à partir de ce moment-là, en fait, du coup, le simple fait de ne plus avoir cette pression-là, de se dire, je n'ai que ça, je ne suis que ça dans ma vie, que ça lui a donné un calme et une sérénité qui lui ont tout changé en fait. Et c'est pour ça en fait, je casse les couilles à chaque fois à poser la question. Par exemple, quand j'entends, tu vois, par exemple, c'était Jordan Zebo, tu vois, et ça m'avait fait tiquer, qui avait et Baki, c'est pareil, et Félix Klinkhammer, c'est pareil. D'ailleurs, les deux qui vont se rencontrer, ce sont des gars. Ils ont cette mentalité de champion parce qu'ils ne vivent que pour ça. Ils n'ont que ça. Alors, évidemment, ils ont des petits trucs, tu vois. Jordan Zebo, il mate des films avec sa copine, et puis Baki, il a des amis, mais qui sont, je crois, si j'ai bien compris, des amis surtout du club. Et à côté de ça, il a les jeux vidéo. Et puis, mais malgré tout, même si ça c'est des toutes petites soupapes, en fait, tout reste
en œillère sur ta carrière et surtout ça, Félix Klinkhammer, l'adversaire de Baki. On rappelle quand même qu'il a même acheté un camping-car pour pouvoir ne vivre que à 10 mètres de la salle, tellement il a rien d'autre dans sa life. C'est ouf. Mais c'est une mentalité comme ça dont tu as besoin si tu veux devenir un Georges Saint-Pierre, parce que c'est ce qui s'est passé pour eux. Mais de l'autre côté, voilà. Big Rusty, ces combattants qui sont type... sale monologue, là. Ah, sale. Le sale monologue que tu leur fais. Et je rappelle, pour ceux qui découvrent ça, c'est... Baïssan Baki dans notre documentaire. Exactement, qui dit ça, donc disponible sur la chaîne YouTube, en parlant des autres combattants welterweight, le sale qu'il leur fait. Birosti. Et donc les combattants qui ont autre chose dans leur vie, je pense notamment à Cyril Gane, à Cédric Doumbé, évidemment, où on sait que le combat est extrêmement important, mais ils ont une vie à côté, et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, avec ces exemples-là que t'as cités, que c'est peut-être le plus sain. Mais d'un autre côté, parce qu'il faut forcément, la vie est faite de nuances, c'est pas tout noir ou tout blanc. Est-ce qu'être comme ça, c'est aussi la garantie d'atteindre ses objectifs? Parce que c'est vrai, quand tu le cites, et même je vais aller dans d'autres sports, par exemple Michael Jordan, on savait que quand il y avait le basket, il y avait que ça pour lui, tu vois. Et donc c'est un peu ça aussi où tu te dis, est-ce que finalement le revers de la médaille quand on veut être ultra performant, c'est qu'on est peut-être, mine de rien, toujours en proie ou à ça, d'être en proie à des pensées extrêmement noires, et d'autant plus dans les sports de combat, parce qu'on en parle assez souvent, et quand on dit ça, c'est pas juste pour être je pense, être faussement en soutien des athlètes, mais c'est vrai qu'en plus dans les sports de combat, à la différence des autres sports où vous perdez une finale de Coupe du Monde, la vie continue, vous vous faites salement face planter, c'est quelque chose qui va vous suivre, mais toute votre vie, et Rusty en parle assez souvent, c'est que c'est complètement différent de perdre une finale NBA ou d'avoir toute votre famille, dont vos enfants, qui vous voient être mis KO. Enfin, il y a quand même un autre être humain qui, s'il n'y avait pas d'arbitre, vous tuait littéralement. Ouais. C'est clair, c'est non seulement il y a ça, le fait de se dire là c'est beaucoup plus primal, c'est quelqu'un qui a pris l'avantage physique sur toi, et quand on est sur toi, ça peut être sur ton père, sur ton fils, sur ton frère, sur ton ami, quand c'est l'athlète en question. Donc déjà, il y a un truc qui est effectivement bien différent en termes de la manière dont c'est reçu et de l'image qui en est changée potentiellement au regard du monde. Et en plus de ça, il y a le côté tu prends des coups, et on sait... Alors là, pour le coup, les études, c'est même plus, c'est un consensus scientifique. Ouais, tu sais, les études, elles disent bien ce qu'on veut leur faire dire. Ouais. Ouais. Et mais bon, là, pour le coup, le fait que les impacts au cerveau influent sur la propension à développer des maladies neurodégénératives, je sais plus lequel des deux c'est. Dénérative, ça c'est bien réel, et on le sait parce que le nombre de cas, et qu'on sait parce qu'après ils ont étudié leur cerveau post-mortem d'athlètes de hockey, de football américain, c'est vraiment impressionnant. Et tu développes des troubles bipolaires, tu développes de la schizophrénie, tu développes des dépressions graves, c'est de la démence parfois. Donc en plus du côté, tout le monde, c'est une compétition où physiquement quelqu'un prend l'avantage direct sur toi dans l'espace, en confrontation physique directe. En plus de ça, tu encaisses des dommages au cerveau qui font que potentiellement à la fin de ta vie, les dégâts causés par juste la dépression peuvent être décuplés. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier au sport de combat. Et c'est pour ça qu'effectivement, et tu vois, et tu citais Cédric Doumbé et Cyril Gane, et on sait que Cyril Gane, par exemple, il a effectivement, il aime aussi beaucoup, il aime voir ses amis, il aime faire d'autres sports, faire du foot, sortir, pas faire la fête de ouf, mais juste se détendre, etc. Et puis faire des soirées avec les amis. Et puis Cédric Doumbé, on sait qu'il a le stand-up à côté. Alors là, il a mis un petit peu ça en pause, mais que c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup, et puis qu'il a tourné même dans des séries, et puis qu'il a ça à côté. Je connais pas bien la vie privée de Cédric, mais voilà, il me semble aussi qu'il a cette mentalité évidemment de champion, de je vais m'y mettre à 1000%, mais qu'il a quelques soupapes à côté. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu mentionnes Michael Jordan, parce que tu me dis si je me gourre, mais il était comme ça, Michael Jordan, et à l'instar de, par exemple, un des meilleurs, haltérophiles de tous les temps, Naïm Süleymanoğlu, on avait fait une petite pastille dessus. Lui, donc c'était un weightlifter turc, et à partir de ses 12 piges, ils l'ont mis à fond sur l'haltérophilie. Il a bouffé que ça, mais que ça, jusqu'à ses 23 ans, il était devenu champion du monde, champion olympique, etc. Et en fait, après, c'est pas exactement ça, mais tu sais, dans l'esprit, un syndrome Peter Pan de
t'as pas eu d'enfance, t'as pas eu de soupape de la vie, c'est autre chose, etc. Et du coup, après, tous les démons les rattrapent parce qu'ils ont pas su s'équilibrer dans la vie. Pour Michael Jordan, il me semble que c'était les jeux de hasard et le poker et tout ça. Pour Naïm Suleimanoglu, c'était la fête et les meufs, etc. Et donc, c'est vrai que c'est comme tout. Tu l'as dit, tu l'as dit tout à l'heure, mais quitte à y aller dans les grandes phrases, effectivement, c'est vrai, c'est vraiment aucun extrême de toute façon n'est bon. Et même si il faut être un petit peu extrême pour être un champion, tu as toujours des degrés. Et le degré de je n'ai que ça par rapport au degré de j'y passe ma life, mais je sais qu'il y a d'autres petits trucs que je peux faire à côté, machin, si besoin. Bah, ça change quand même quelque chose. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me fait flipper quand j'entends, tu vois, des jeunes combattants, que ce soit Baki, Jordan ou Félix Klinkhammer, qui disent ça, c'est parce que j'ai toujours ça en tête, en fait. Toujours ce truc de se dire, putain, probablement que ça va bien se passer, mais si Ronda Rousey, elle était quand même championne, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, une championne, ultra championne de l'UFC, elle a changé le game pour les MMA féminins, etc. Et elle disait qu'après Holly Holm, elle s'est retrouvée dans le vestiaire et elle était en mode, en fait, à quoi bon? Je vaut mieux que je me suicide. À quoi bon? Ça sert plus à rien. C'est toute mon identité d'être combattante. Maintenant, je suis plus championne. L'humiliation, le machin, à quoi bon? Et elle dit à ce moment-là, d'ailleurs, elle continue l'anecdote en disant, Ronda Rousey, en fait, ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'était que j'ai porté les yeux sur son mari ou je sais pas s'il était marié à l'époque, mais Travis Brown, en disant, non, je peux pas faire ça. Je veux des enfants avec cet homme-là. Je veux vivre un truc et machin. Mais elle avait donc, heureusement, à ce moment-là, elle a eu cette soupape-là de sécurité qui était là la famille en l'occurrence. Mais voilà. Donc pour faire un overview de un petit peu ce sujet-là, parce que je le vois pas souvent, jamais en fait évoqué, et c'est tellement un truc sous-jacent et sournois en fait, auquel tu penses pas nécessairement, même quand tu es combattant ou ami de combattant, mais qui peut changer une vie, quoi. Et surtout dans les sports de combat aussi, à la différence des autres sports qui peuvent être soit individuels type tennis, où là aussi les gars sont focus depuis littéralement depuis la tétine, ou les sports collectifs, c'est qu'ils sont vraiment seuls, je pense, et seuls, et en plus pas dans un système où t'es vraiment accompagné. Quand vous regardez le tennis aujourd'hui, à chaque fois les gars ils ont vraiment un staff où il y a ça, et tout ce qui est santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte. Et aujourd'hui le MMA c'est normal aussi, je le dis assez souvent aussi, l'UFC existe depuis 30 ans à peine. En dehors de l'UFC, et l'UFC c'est 95% de l'argent généré par le sport, donc en dehors de ça c'est peanuts. Donc c'est vrai que il y a la culture du sport, le fait que ce soit un sport jeune aussi, qui fait que je pense aujourd'hui on est plutôt sur des épiphénomènes, enfin qui peuvent, on va dire, ça peut être un problème pour beaucoup d'athlètes, mais quand je dis épiphénomène, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dont on va entendre parler, parce que là, il y avait Angela Lee qui avait fait, effectivement, il y avait eu beaucoup de retentissement suite à ça, mais c'est vrai que globalement, je pense que ça touche beaucoup plus d'athlètes que ce qu'on peut voir dans les médias, et c'est un problème qui, à mon avis, je pense qu'on en entendra un petit peu plus parler au fil des années, au fil de la normalisation du sport, et puis aussi que là, on en parlait dans le dernier King Energy avec Fernand, c'est que à partir du moment où le MMA va devenir un sport olympique, toutes ces choses-là, à mon avis, vont être un petit peu plus soit pris au sérieux, ou soit que tu auras un système qui permettra un vrai accompagnement, parce que même quand on regarde, tu vois, c'est vrai que se dire que, et là c'est MMA et autres, mais même Tyson Fury, quand on regarde toujours aujourd'hui son hygiène de vie, ses entraînements, sur le papier, tu te dis c'est miraculeux que le mec soit champion du monde. Enfin, te dire, d'un côté... Après, maintenant, il s'entraîne vraiment à... Oui, justement, il a dit c'est ce qu'il a sauvé. Complètement, mais quand je dis ça, c'est plus quand tu vois, tu te dis, t'as Usyk et t'as Tyson Fury, c'est les opposés complets, mais c'est possible d'être à un tel niveau de performance pour les deux, alors que c'est vrai que dans toutes les autres disciplines, chacun fait un peu comme il veut. Quand je dis fait un peu comme il veut, il y a des particularités dans les entraînements, mais globalement, t'as vraiment une manière d'atteindre le haut niveau. Dans les sports de combat, on sait que vous pouvez avoir des parcours différents, vous pouvez devenir du monde amateur, vous pouvez devenir de telle ou telle discipline. Il y a des gars comme Cyril qui étaient, quand il faisait du Muay Thai, c'était à haut niveau, mais ça n'a rien à voir entre le haut niveau que Cyril peut avoir et quelqu'un qui a un parcours olympique, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est aussi ce qui fait la beauté du MMA, mais qui aujourd'hui, à mon avis, fait aussi qu'il y a beaucoup de cas qui peuvent être pris
tout simplement prendre au cas par cas tel ou tel athlète. Mais donc bref, en tout cas, Big Rusty, c'était un sujet ô combien important. Et j'espère qu'on pourra en parler prochainement avec des athlètes, soit des athlètes comme Jordan Zebo qui commencent leur carrière, ou même des athlètes qui ont atteint le top du top, et puis ensuite, tu vois, qui disent, bah c'est vrai qu'à cet âge-là, peut-être que si j'avais pu avoir ça dans ma vie, ou telle chose, ça m'aurait peut-être aidé. Parce que, et l'autre truc aussi, c'est vrai que je pense aussi que ça change beaucoup, comme tu as dit, et c'est très bien que tu aies souligné l'exemple de Ronda Rousey, en fonction de la dynamique que tu as. Je pense que c'est beaucoup plus simple aussi d'être, et c'est Conor McGregor qu'en parlait aussi, quand t'es obsédé et qu'il n'avait que ça, et qu'il disait qu'il était toujours au bord de la folie, mais que t'es dans une spirale où tout réussit, et finalement, on était à un moment, il avait un peu comment c'était quoi, la main de Midas, c'est ça, où tout ce qui touche se transforme en or, même si tu perds, et qu'aujourd'hui on voit Conor McGregor, il a plus du tout la même discipline qu'avant, c'est pas grave, parce que aujourd'hui, si vous voulez, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour Conor McGregor. C'est très important pour lui, mais sa vie ne dépend pas de ses résultats sportifs. Alors que si vous êtes un athlète, que vous n'avez que ça, que vous échouez, par exemple, chaque mardi, moi ça me touche vraiment beaucoup de voir les gars qui échouent au Contender Series, tu vois. Parce que t'es à un niveau où t'as fait 10 combats dans ta carrière, t'es invaincu, tu sais qu'il y a cette soirée-là, t'es devant Dana White, c'est diffusé sur ESPN aux States. Si tu perds, tu n'as pas ton contrat UFC. C'est horrible. Mais vous êtes à un moment où vous êtes obligé d'avoir que ça. C'est ça, c'est un truc où... Et bien sûr, oui, il y a des gens qui ont raté le Contender Series, et puis après ils ont fait quelques combats, ils sont allés à l'UFC, mais sauf que je suis d'accord, c'est sur le moment, je pense que comment tu veux ne pas te dire c'est la chance de ma vie à ne surtout pas rater. Et c'est vrai que c'est une pression de dingue. Et pour quelqu'un qui serait dans une situation comme ça, où effectivement il a tout mis pour arriver à ce truc-là, à ce moment-là, et il échoue. En fait, c'est terrible parce que tu sais, t'as deux mondes parallèles là du multivers qui se séparent. T'en as un où il se dit bon bah c'est pas très grave, je vais revenir et machin, et il revient, il est à l'UFC 2 ans plus tard. Et un autre où le mec du coup avait tellement la pression qu'il se dit putain bah ça y est c'est mort. Et où soit il se fout en l'air, j'en sais rien, mais où en tout cas sa vie prend un tournant un peu plus dramatique. Et c'est vrai que faut effectivement en parler et le dire parce que c'est une pression qui est folle, quoi. Mais encore une fois, compliqué aussi en fonction des enjeux. C'est vrai que de temps en temps, on peut le dire aussi, ça ne reste que du sport, mais ça n'a pas du tout. Et là, Rusty, on va citer quelqu'un qu'on n'apprécie pas tellement, mais bon, c'est quand même important de le dire, c'est Gary Vee, qui est un influenceur sur la zone, qui est un businessman, mais qui dit quelque chose de très intéressant, mais aussi parce que, pour eux, on l'apprécie pas trop, parce que c'est vrai qu'il donne des bons tips et tout, mais c'est vraiment too much, il est là, tout est une question de gratitude et tout, mais il dit un truc qui est pas mal, c'est, tu vois, ce n'est que du sport, mais il disait ça, par exemple, et je trouvais ça très intéressant, c'est que du sport, mais par exemple, moi, l'importance qu'un ballon de basket a pour moi, c'est juste un loisir et c'est un petit truc que je mets dans un filet. Et pour LeBron James, LeBron James, le ballon, il vaut $1 milliard. Pour moi, c'est juste un hobby. Donc c'est vrai qu'aussi, ça reste que du sport, mais tout dépend aussi de quel côté vous êtes. Voilà. Ouais. Non, bah, c'est clair. Mais pour Gary Vee, en plus, c'est dur parce que là, pour le coup, ce que tu viens de dire sur le fait que faut avoir de la gratitude pour tout, ça, pour le coup, je suis d'accord. Mais en fait, c'est juste que lui, c'est le packaging en fait, mais ça marche, hein, c'est du marketing aussi. Mais allez voir son Instagram, c'est vraiment, pour moi, ça a aussi peu d'impact que un poster inspiration où c'est juste un poster qui te dit, tu sais, la vie c'est pas facile, mais tu vas t'en sortir. Ouais, c'est que des trucs comme ça. T'as quelqu'un qui a salement taffé aujourd'hui. Ouais, putain, voilà. Donc en fait, comme c'est que des phrases vides, après c'est un mec qui a réussi, un entrepreneur et tout, mais j'ai beaucoup de mal avec lui parce que elle ne m'inspire pas, cette personne, et je préfère après je connais pas son parcours, mais des gens qui le disent, dont je connais le parcours et dont j'ai un peu une vibe un peu plus de un peu moins de je vends de l'air chaud quand même, quoi. Allez, on en restera à la Big Rusty. Ciao, I'm Sweet Pea, I'm Sweet Protein. Moins 30% sur tout mes Sweet Protein avec le avec le code la sueur Big Rusty, attention. Et puis Holy moly, la révolution des boissons énergisantes. Là. Non, c'est même pas que je l'ai, c'est que justement je me posais la question. Donc il y a des shakers Holy moly. Non mais là, mais c'était bizarre ton shaker. Ah, parce que c'est le bouchon et c'est le filtre du shaker. Je me demandais où est-ce que je l'avais mis. Donc il y a des shakers avec des designs sympas, mais c'est pas le plus important. Le plus important dans Holy moly, ce sont les thés et également Big Rusty, les pop, les boissons énergisantes qui sont bien plus
écolo que les boissons habituelles. Pourquoi ? Parce que c'est de la poudre. Et Ça, donc, c'est du thé, ça. bien pour long. Oui, ça c'est du thé complètement. C'est du thé, il y a aussi des boissons énergisantes. Essaye de faire le malin alors qu'il a oublié son shaker, Ouais, monsieur, on le ouais, reconnaît bien là. ouais, je fais le show, ouais. Et donc avec le code C'est LASSUR5, vous avez 5 euros de réduction sur votre toute première commande. Et pour les commandes récurrentes, c'est le code LASSUR10 et là vous aurez 10% au global. Big Hostie, see ya. I'm fucking coming for you!